Voilà. C'est à vous. C'est à moi. Bon, merci de vous être déplacé. Je vois qu'il y a encore des étudiants quand même sur ce campus. C'est toujours réjouissant. Et donc, on va présenter cette mention patrimoine et musée avec ces deux parcours, hein, puisque vous savez qu'il y a deux parcours à l'intérieur de la même mention. Un parcours qui concerne la valorisation et la médiation des patrimoines et un parcours qui concerne les collections des musées d'art et d'histoire. J'attire votre attention sur le fait que ces deux parcours, même s'ils sont au sein de la même mention et même s'ils ont un certain nombre d'enseignements qui font partie d'un tronc commun, sont quand même des parcours assez nettement différenciés. Assez nettement différenciés dans leur finalité et dans leurs objectifs. C'est-à-dire que en fonction de, notamment du métier que vous souhaitez exercer, vous choisirez l'un ou l'autre parcours, mais que ces deux parcours, vraiment, ils sont à distinguer l'un de l'autre, et notamment qu'il n'y a pas de passage de l'un à l'autre parcours en cours de master. C'est-à-dire que si vous faites un master 1 VMP, vous ne ferez pas un master 2 collection et inversement. Donc, il faut vraiment que vous vous déterminiez en fonction des débouchés professionnels et de ce que vous voulez faire derrière. J'insiste évidemment aussi sur le fait que ces deux masters sont des masters professionnels, c'est-à-dire que vous aurez à la fois un enseignement qui est un enseignement disciplinaire, mais que l'objectif de ces deux masters, c'est que vous soyez en situation de travailler à la fin de votre master, ce qui est globalement le cas pour une bonne partie de nos étudiants. Hein, une bonne partie de nos étudiants commencent vraiment à travailler très peu de temps après leur soutenance. Hein, et on a aussi dans les deux masters cette idée de garder nos promotions, c'est-à-dire que pour nous, l'enseignement est vraiment conçu sur 2 ans, avec cette idée que on n'aura pas de sélection supplémentaire entre le M1 et le M2. Donc, l'idée, c'est qu'on sélectionne nos étudiants à l'entrée dans le master, mais qu'ensuite, l'objectif pour nous, c'est de garder nos étudiants jusqu'à la fin, enfin, jusqu'à leur diplôme de M2. Et on travaille aussi, que ce soit dans l'un ou dans l'autre parcours, beaucoup sur cette notion de promotion parce que dans les deux cas, on va vous inciter aussi à travailler ensemble et à travailler en promotion. Hein. Et on a dans les deux parcours des projets qui sont des projets collectifs, qui sont des projets tutorés, où vous allez travailler ensemble avec votre équipe pédagogique. Donc ça, je pense que c'est important que vous le sachiez d'emblée. C'est important aussi que vous sachiez que dans ces deux masters professionnels, vous allez avoir une quantité de travail qui est bien supérieure à celle d'un master recherche. Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'heures de cours et vous allez avoir beaucoup plus de travail personnel à accomplir. Alors, nos étudiants trouvent qu'on leur en demande beaucoup, mais en même temps, ces masters, c'est peut-être finalement pas grand-chose par rapport à ce qu'on va vous demander en situation professionnelle. Et donc, finalement, si on vous en demande autant un master, c'est aussi parce que c'est une manière de vous préparer à votre entrée dans la vie professionnelle. Et donc, c'est pour ça que ces masters sont relativement lourds en termes d'heures, mais aussi en termes d'investissement personnel et en termes de travail personnel que vous allez avoir à accomplir. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, que ce soit voilà, sur ces deux parcours. Donc, moi, je vous présenterai le parcours valorisation et médiation des patrimoines et ensuite, je laisserai ma collègue présenter le parcours collection et musée d'art et d'histoire. Donc, on va faire deux présentations séparées et puis ensuite, on vous laissera préciser les choses peut-être du point de vue administratif, puisque vous savez que nous avons une nouvelle plateforme que vous allez inaugurer, enfin qu'on va inaugurer ensemble, en l'occurrence, Trouver mon master, et que le calendrier cette année est très différent du calendrier des années précédentes. Et donc, Monsieur Marty vous apportera les précisions complémentaires pour déposer votre dossier dans les temps et vous donner des indications sur le calendrier exact. Donc, vous voulez… C'est bon pour moi. Alors, donc, comme vous le voyez, le parcours valorisation et médiation des patrimoines est un parcours qui est bien installé maintenant. Hein, en l'occurrence,
nous allons accueillir à la rentrée 2023 la 33e promotion, ce qui veut dire que, alors évidemment, ce qui se faisait il y a 33 ans ne se fait plus exactement de la même manière aujourd'hui. La maquette a quand même beaucoup évolué. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est une formation qui est bien installée dans le paysage, on va dire, culturel d'Occitanie, qui nous a permis aussi d'avoir quand même beaucoup de partenariats, qui sont des partenariats plus ou moins anciens, et qui nous permet aussi de bénéficier d'un réseau d'anciens qui est quand même un réseau particulièrement actif et particulièrement, là encore, bien implanté, ce qui est toujours très appréciable, notamment pour les offres de stage et aussi pour les recrutements, les offres d'emploi, et puis également pour nouer des partenariats. Je pense que je vous dirai tout à l'heure un mot du projet collectif, mais en l'occurrence, ce projet collectif, on le monte pas mal avec nos anciens étudiants du master. Alors, comme on vous l'indique ici, vraiment, ce sur quoi on va insister, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que on va attendre de vous une ouverture d'esprit qui est une ouverture d'esprit assez large, puisque, et ça c'est pardon, l'une des particularités de notre master, hein, on est le premier master à avoir fait ça en France, et on est l'un des rares à le faire encore aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir vraiment un aperçu sur l'ensemble des patrimoines. Que ce soit un patrimoine bâti, ce qui est évidemment ce qui tombe sous le sens, ce qui est l'acception peut-être la plus ancienne de la notion de patrimoine, mais que ce soit aussi un patrimoine naturel et un patrimoine culturel immatériel. Et c'est pour ça que nous avons une formation qui est résolument pluridisciplinaire, puisque c'est un master qui va reposer sur 5 disciplines essentielles, l'histoire de l'art, la géographie, et en particulier dans la géographie, pas seulement de la géographie humaine, comme vous avez l'habitude d'en faire peut-être, mais pas mal de géographie physique, de géomorphologie, de géologie, parce que c'est ça qui nous permet aussi de comprendre les paysages et de lire les paysages. Et oui, c'est quand même important pour comprendre aussi un paysage, de l'écologie et de l'environnement, et puis de l'ethnologie. On part du principe finalement que tout lieu, tout bâtiment aussi ne se comprend que dans un contexte qui est un contexte certes à la fois historique, mais qui est aussi un contexte paysager, un contexte environnemental et un contexte humain. Et ces 5 disciplines, elles sont enseignées à parts égales à l'intérieur de notre master. Pour ça qu'on a aussi un recrutement qui est un recrutement assez diversifié, puisqu'on va recruter essentiellement des étudiants qui viennent de 5 licences potentiellement différentes, hein, voire même un peu plus. Mais ça veut dire aussi que quand vous entrez dans notre master, vous vous engagez à traiter ces disciplines à parts égales, et donc de vous investir de la même manière dans des cours d'écologie que dans des cours d'histoire de l'art. Ou l'inverse, évidemment. Hein, et les ECTS qui correspondent à ce master sont traités de manière paritaire entre ces disciplines. Ce qui veut dire aussi que ça fait un certain nombre de disciplines que vous allez découvrir dans notre master, mais que inversement, et de par la variété des profils sur lesquels on recrute, vous, il y a des disciplines que vous connaîtrez peut-être un peu mieux et que certains de vos camarades connaissent pas du tout. Donc l'idée de cette première année, c'est aussi de vous remettre à niveau ou de vous faire découvrir les disciplines que vous ne maîtrisez pas du tout ou que vous maîtrisez plus ou moins, on va dire. Certains d'entre vous ont pu, par exemple, aborder un peu la géographie, mais moins souvent la lecture de paysages ou la géologie, hein, qu'on traite finalement relativement peu dans les premiers cycles. Donc l'idée, c'est vraiment de vous permettre de connaître l'ensemble de ces patrimoines et on accorde évidemment une importance toute particulière à la médiation envers les publics empêchés, ce qui est aussi l'une des ouvertures à la fois de notre master et puis l'une des ouvertures aussi des patrimoines à ces publics-là. Depuis 2 ans maintenant, on a inclus dans la maquette une sensibilisation à la langue des signes française. Là encore, on est le seul master professionnel à faire ça en France. Donc, il y a vraiment une volonté
de notre part d'aller vers cette médiation vers des publics empêchés. On a aussi un enseignement spécialisé en patrimoine et handicap, mais là qui intervient en deuxième année. Et de plus en plus, c'est là où je vous disais aussi que la maquette, elle a quand même bien évolué depuis 33 ans, on laisse une place de plus en plus importante aux nouvelles technologies appliquées au patrimoine. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important pour les débouchés professionnels. Là, ce sont des enseignements qui interviennent essentiellement en deuxième année. Vous verrez la maquette et je vous expliquerai un peu plus en détail cette maquette. Mais c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus ces dernières années. Donc, il est important que nos étudiants soient formés à ça. On a par exemple un enseignement sur jeux vidéo et patrimoine, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de sites patrimoniaux, par exemple, maintenant font appel à des jeux vidéo pour valoriser tel ou tel type de patrimoine et que c'est un outil qu'il faut que vous sachiez utiliser ou du moins appréhender. Alors, voici donc la maquette de formation de Master 1. C'est une maquette qui peut vous apparaître comme étant relativement lourde, 400 heures de formation. Alors, je ne vais pas la détailler dans sa totalité, mais simplement attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Donc, à la fois des enseignements qui sont des enseignements disciplinaires, mais à chaque fois appliqués au patrimoine. C'est-à-dire que quand vous aurez des cours d'histoire, quand je fais les cours d'histoire médiévale, par exemple, vous ne ferez pas un cours d'histoire médiévale classique, vous ferez un cours sur histoire et patrimoine médiéval et que tous les cours, en fait, disciplinaires vont être appliqués véritablement au patrimoine. Vous aurez également, j'insiste là-dessus, donc l'enseignement de sensibilisation à la langue des signes française. Donc, vous aurez 60 heures tout au long réparties sur 3 semestres, en M1 et en M2. Et on a également un enseignement d'anglais appliqué au patrimoine. Alors, ceux qui sont familiers de cette université savent peut-être que les cours de langue, qui sont des cours de langue généraux et pas très appliqués à la discipline, sont relativement peu efficaces. C'est pour ça qu'on a créé un enseignement de langue appliqué au patrimoine pour lequel on a un intervenant qui est un intervenant spécialisé, Monsieur Rogers, qui en l'occurrence c'est d'ailleurs un médiéviste aussi, mais enfin, bon, peu importe. Mais en tout cas, qui fait des cours qui sont vraiment des cours appliqués au patrimoine. Alors, vous avez le choix dans la maquette d'avoir une autre langue et de ne pas prendre de l'anglais, mais là, vous serez répartis évidemment avec l'ensemble des étudiants de l'université et c'est pas un cours qui sera appliqué au patrimoine. C'est aussi pour ça que, évidemment, on vous incite à prendre, quand vous rentrez chez nous, à prendre l'anglais appliqué au patrimoine. Voilà. Et ça, c'est un enseignement qu'on ne pouvait pas proposer dans toutes les langues. Et donc, il a fallu faire un choix et on a choisi évidemment l'anglais. Alors, vous aurez aussi, dès le Master 1, un certain nombre d'enseignements en méthodologie, notamment sur la recherche de stage, sur l'insertion professionnelle, parce que au second semestre, vous aurez un stage obligatoire qui est de 4 semaines minimum, mais qui peut être beaucoup plus long que ça, donc c'est vraiment le minimum de votre stage, et qui donnera lieu également à une soutenance. Dans le M1, votre diapo suivante, c'est la maquette du M2. C'est les conditions d'accès. Ah, c'est les conditions d'accès. Je peux mettre la maquette du M2. Non, je voulais juste dire aussi que dans le M1, vous serez plongé d'entrée dans de la médiation directe, puisque on mène déjà un certain nombre de projets dès le M1, qui sont des projets en partie collectifs et en partie individuels, notamment parce que nos étudiants animent les dimanches de gratuité au musée Fabre, donc qui est le musée des Beaux-Arts, en gros pour aller vite de Montpellier, parce qu'ils participent également à la soirée qui est la soirée étudiante du musée Fabre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller cette année. François-Xavier n'est pas couché, donc nos étudiants animaient une murder party au musée, à l'hôtel Sabatier-l'Espérant.
Parce que il travaille également sur des visites guidées à l'Opéra Comédie de Montpellier. Donc ça, ce sont des partenariats qu'on a depuis quelques années déjà. L'apéritif sous les étoiles avec l'Agora Dance, ils ont changé, ils ont changé de responsable et pour l'instant c'est en suspens. Donc des choses que vous aurez à faire et à accomplir dès la première année, qui vont vous familiariser avec de la médiation directe. Alors, c'est très encadré, ce sont des choses où on travaille avec des partenaires qu'on connaît de longue date, mais ce sont des expériences qui sont des expériences utiles pour vous et pour votre formation professionnelle. Et c'est là où je vous disais qu'en plus des 400 heures d'enseignement, toutes ces visites, toutes ces médiations, il faudra quand même les préparer. Et donc, ça aussi, ça demande du travail. Voilà. En plus de ces heures en maquette, vous aurez des réalisations qui sont des réalisations dès la première année, avec l'idée que vous allez monter en gamme et évidemment, ce qui va être, votre chef-d'œuvre au sens des compagnons de l'Ancien Régime, ce sera votre projet collectif, mais j'en reparlerai peut-être dans un deuxième temps. Vous voulez parler des conditions d'accès? Alors, les conditions d'accès. Non, moi je vais parler des conditions d'accès du point de vue peut-être pédagogique et puis je vous laisserai la parole pour les conditions d'accès du point de vue administratif. Donc, notre formation, elle est ouverte évidemment à tous les étudiants titulaires d'une licence, en sachant quand même qu'évidemment, on privilégie des étudiants qui viennent de licences disciplinaires qui sont celles enseignées dans le master. Donc, évidemment, des étudiants, par exemple, qui viennent d'un parcours langue civilisation LLCER. LLCER, voilà, c'est pas forcément notre priorité de recrutement, vous vous en doutez un petit peu. L'admission en M1, elle dépend effectivement des capacités d'accueil. On a une capacité d'accueil de 25 étudiants, ce qui est, pour nous, c'est même peut-être un peu trop, mais enfin bon, peu importe. On travaille bien pour former des professionnels qu'avec des effectifs relativement réduits. Il faut aussi trouver des stages. Et puis, on se rend compte aussi que sur le marché du travail, il vaut mieux qu'on ait des petites promotions plutôt que des promotions qui seraient énormes et qu'on n'arriverait pas à caser. Donc, la sélection se fait sur dossier uniquement cette année. D'habitude, on fait passer des entretiens. Je passe sur les déboires administratifs, mais on ne pourra pas mettre en place d'entretien cette année. Ce qui veut dire que donc vous serez sélectionné uniquement sur dossier. Voilà. Et donc peut-être que je vous laisse la parole pour un certain nombre de précisions administratives. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Fabrice Marty, donc je suis le gestionnaire administratif de la mention patrimoine et musée. Il me revient donc de vous présenter alors très rapidement la nouvelle plateforme de recrutement, donc plateforme qui est nationale. Aujourd'hui, vous pouvez consulter donc sur le site Trouver mon master l'ensemble de l'offre de formation nationale dédiée au master donc en France. Sur cette plateforme, quand vous accédez à une formation, vous avez un petit onglet qui vous permettra à partir du 22 mars de candidater à la formation. Et ça vous amènera vers une seconde application. Je vais vous indiquer l'adresse tout à l'heure, qui s'appelle Mon Master, sans le verbe devant, donc Mon Master. Et c'est sur cette plateforme que vous pourrez candidater du 22 mars au 18 avril. Alors, retenez bien ces dates, du 22 mars au 18 avril. Je précise qu'après le 18 avril, comme ce que vous avez connu pour Parcoursup, il n'est plus possible pour vous d'avoir accès à la plateforme. Donc, c'est-à-dire que votre dossier devra être le plus complet possible au 18 avril. Ce n'est pas possible de rajouter des pièces ou de compléter votre dossier après cette date. Ensuite, du 24 avril au 16 juin, il y aura un examen des candidatures par l'université. Donc, l'examen sera d'abord
d'un point de vue administratif, savoir si votre dossier est recevable. Et ensuite, dans un second temps, le dossier sera présenté en comité de recrutement. Donc, les enseignants qui constituent ces comités se réuniront pour valider donc votre admission ou votre position en liste complémentaire sur la formation. Le 23 juin, normalement, vous aurez, à partir de cette date, une indication sur la plateforme de la disponibilité de la réponse. C'est-à-dire, soit le 23 juin, vous avez la réponse automatiquement, soit vous l'avez un tout petit peu plus tard, suivant la date à laquelle les avis seront publiés. Cependant, là aussi, comme Parcoursup, vous aurez l'indication sur la plateforme Mon Master, vous n'avez que 72 heures pour valider vos vœux sur la plateforme. C'est-à-dire que sur cette plateforme Mon Master, vous aurez la possibilité de candidater à 15 mentions de master au niveau national. Quand vous aurez reçu les avis, donc sur les 72 heures, vous aurez à répondre sur votre choix définitif. Je vais répondre après aux questions. Donc, c'est la phase d'admission et la transmission des propositions d'admission aux candidats et la réponse des candidats à ces propositions. Et ensuite, vous aurez une phase où, à partir du 12 juillet, vous pourrez directement procéder à votre inscription administrative auprès de l'université. Donc là, c'est auprès de l'université Paul Valéry, le 12 juillet. J'indique le lien pour la plateforme. Donc, vous l'avez qui s'affiche à l'écran, c'est www.monmaster.gouv.fr. Et sur ce point, je vais donc commencer à répondre aux questions. Pour les vœux, oui. On peut faire une liste. Il n'y a pas de classement de vœux. Oui. Une question, si jamais les réponses aux vœux sont différées, vous avez les 72 heures. Alors justement, c'est l'idée, c'est pour ça que c'est techniquement ce qu'il est demandé, c'est que le 23 juin, toutes les universités répondent. Voilà. Et ce que je vous dis, c'est il y aura peut-être un tout petit décalage ou un tout petit délai sur cette date, puisque nous ne maîtrisons pas la plateforme encore. D'ailleurs, moi personnellement, je n'ai pas encore vu la plateforme, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Donc, il y aura des informations qui vont être diffusées de toute façon sur les différents sites internet de l'université et qui vont aider les étudiants pendant la période de dépôt du dossier. Et après la période de dépôt, il y aura aussi, bien évidemment, les secrétariats qui seront là pour répondre à vos questions pour cette phase de validation des vœux, voilà, qui interviendra à partir du 23. Il y avait une autre question. Alors, le dossier ne sera pas unique, c'est-à-dire que il y a une partie du dossier qui sera unique, bien évidemment. Donc, votre état civil, votre pièce d'identité qui vous sera demandée, etc., etc. Mais après, vous aurez des pièces qui seront propres à chaque formation. Voilà. D'autres questions sur l'admission? Oui. Quand vous dossier, vous attendez un CV, une lettre de motivation? Alors, un CV, une lettre de motivation et vous aurez une fiche de renseignement, donc à compléter en plus sur la formation, une fiche qui se compose de 5 pages et où on vous demande des renseignements complémentaires. Oui. Cette fiche est uniquement pour Paul Valéry pour certaines formations de master. C'est une fiche que vous retrouverez dans d'autres universités aussi. Hein. Ça vient compléter le CV, la lettre de motivation. Oui. Sur la plateforme, elle sera intégrée directement au dossier de candidature lorsque vous compléterez la partie des documents propres à la formation. Oui. Si par exemple, pour un master de Paul Valéry, on est en liste d'attente et qu'on oui. a d'autres réponses positives, est-ce que vous savez si on peut dire oui, mais et conserver notre place dans la liste? Alors, il n'y aura pas de oui, mais ou oui, si, comme un Parcoursup. Par contre, sur vos listes complémentaires, les vœux, vous aurez reçu, quand vous sélectionnerez le master dans lequel vous allez, donc vous serez obligé sous 72 heures de répondre oui ou non. Donc du coup, la liste complémentaire, pour moi, c'est là où j'ai du mal à vous répondre. Pour moi, elle va rester. C'est-à-dire que vous allez toujours être en liste complémentaire. Et c'est sur le vœu que vous aurez accepté parmi les 15, si vous avez dit oui, là, vous aurez une possibilité de vous désinscrire. Soit de vous désinscrire de l'application dans un premier temps, soit si au 12 juillet, vous avez réalisé votre inscription administrative auprès de l'université, de vous désinscrire de l'université dans laquelle vous êtes inscrite pour vous inscrire finalement dans une autre université. Mais ce n'est valable uniquement
que pour la liste complémentaire. Ce n'est pas valable pour les autres vœux. Si vous avez reçu sur les 15 vœux, vous avez reçu 7 vœux positifs et les autres en liste complémentaire, du moment où sur les vœux positifs, vous avez sélectionné une université, tous les autres vœux positifs vont être désistés. Oui. Est-ce que dans vos parcours, il y a vous demandez le projet personnel? Parce que l'année dernière, il y avait la demande de projet personnel. Alors, le projet professionnel peut-être. Le projet professionnel doit être intégré à votre lettre de motivation et il y a un complément qui est demandé dans la fameuse fiche de renseignement. Alors, effectivement, pour répondre à votre question, pédagogiquement, oui, la lettre de motivation, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. N'envoyez pas de lettre de motivation type parce que je pense que c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il faut que votre lettre de motivation, elle soit adaptée au master auquel vous candidatez. Et donc, dans votre lettre de motivation, c'est là que vous allez développer le projet personnel. Et votre projet personnel, il doit correspondre à ce qu'on est capable de vous offrir et à la formation que l'on dispense. Donc, il faut qu'il y ait vraiment adéquation entre votre projet professionnel et notre formation propre. Et donc, cette lettre de motivation, voilà, elle est vraiment importante pour nous et croyez-moi, on les lit. Pour le coup, et on les lit de manière très attentive et on peut écarter des dossiers qui pourtant sont académiquement pas trop mal, mais dans la lettre de motivation, on sent bien que c'est la même qui a été envoyée dans 15 masters différents. Je pense que chaque master a ses propres spécificités. C'est valable des nôtres, c'est valable aussi de ceux des autres universités. Et ces universités, elles doivent être prises en compte dans votre lettre de motivation. Alors, en sachant que, globalement, on va classer 25, peut-être 26 étudiants en liste principale. On nous demande de faire un peu de surbooking, mais bon, on va pas aller très loin dans le surbooking. Et en revanche, on va adresser des listes complémentaires relativement importantes, probablement cette année. On expérimente comme vous, donc on ne sait pas non plus quel est le nombre de dossiers qu'on va recevoir. Est-ce que la nouvelle plateforme va provoquer une hyperinflation du nombre de dossiers que l'on reçoit ou pas? C'est très difficile à dire. L'an dernier, on avait reçu 240 dossiers. Voilà. Donc, cette année, je ne sais pas du tout. Voilà. Mais l'an dernier, on faisait passer les entretiens. Et sur les délais de réponse aussi, il faudra bien veiller à consulter la plateforme. Puisque actuellement les textes n'ont pas encore été votés, donc on n'a pas de texte officiel sur les délais, et donc il y a plusieurs réponses qui sont données aux universités actuellement. Donc c'est vraiment sur la plateforme qu'il y aura cette indication. Parce que par la suite, pour ceux qui auront été placés en liste complémentaire, il est dit aujourd'hui que les étudiants auront 24 heures pour répondre. Voilà. Dans un second temps, on nous avait dit finalement que ça serait 48 heures. Donc, pour l'instant, on navigue un peu entre les différentes informations que nous avons à la fois du ministère et de la direction de l'université. Mais en tout cas, il faudra être très réactif. Donc, c'est à la fois un inconvénient pour vous et c'est aussi un avantage pour vous, parce que ça va permettre normalement de faire remonter beaucoup plus vite les étudiants qui sont en liste complémentaire. Alors, j'ai une question en ligne concerne d'un point de vue administratif, je vais reprendre la phrase. Peut-on, suite à une potentielle acceptation en master et à la validation d'une demande de césure 2023-2024, être inscrit à l'avance dans le master patrimoine et musée pour l'année suivante? Alors, vous souhaitez candidater en master pour 2023-2024. Si vous êtes accepté, que votre candidature est acceptée et que par la suite, votre césure est également acceptée, votre place en master pour 2024-2025 est assurée. Mais par contre, il faut que vous passiez toutes les étapes, c'est-à-dire la première étape, celle de la candidature en master, et la seconde étape, celle de la présentation d'un dossier de césure en commission césure. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui. Enfin, il me semble que la césure, il vaut mieux la demander avant de candidater à un master. Alors, réglementairement, ce n'est pas possible. Hein. Je vous réponds puisque l'étudiant doit être inscrit administrativement pour faire sa demande de césure. Et donc, par contre, il faut bien le préciser dans votre dossier de candidature, donc plutôt dans la lettre de motivation et le projet professionnel pour la demande de césure. Bon, je reviens au pédagogique. Oui, sur le Master 2. Donc, sur le Master 2, donc, vous aurez des enseignements qui sont des enseignements beaucoup moins disciplinaires, qui sont beaucoup moins assurés d'ailleurs par des enseignants de l'université. Et vous aurez très très peu d'enseignements par des titulaires de l'université. L'essentiel des enseignements sont des enseignements professionnels, donc qui sont assurés en fait par des intervenants extérieurs qui sont des professionnels qui sont en poste dans différentes structures, différentes institutions, dans des musées, dans des communautés de communes, etc. Pas mal d'ailleurs d'anciens étudiants à nous, avec lesquels on continue à travailler. Donc, vous aurez notamment des enseignements sur les techniques de médiation, sur des choses comme ça, donc des enseignements beaucoup plus pointus, beaucoup plus précis, et qui sont là finalement, qui sont destinés à faire de vous véritablement des professionnels de la valorisation et de la médiation. Donc, moins d'enseignements et puis des enseignements de toute façon qui vont être regroupés en un seul semestre, puisque la quasi-totalité du second semestre est occupée par le stage. Alors, en deuxième année, vous aurez aussi deux grosses opérations à monter. D'une part, l'animation des Journées européennes du patrimoine à Latte, donc sur le site, avec le musée Henri Prade, et donc sur le site de la Tara, qui est un site antique. Et puis, la deuxième grosse opération, et qui est encore plus importante, c'est le projet collectif. Le projet collectif, c'est un week-end entier d'animation et de médiation autour du patrimoine qui se tient chaque année dans un lieu qui est un lieu différent. Et donc là où vous aurez à construire la totalité d'une programmation patrimoniale sur un week-end et à monter finalement la totalité de cet événement, y compris d'ailleurs les questions budgétaires. On fonctionne pour ça par le biais d'une association des étudiants qui s'appelle Acant. Acant a son propre site internet, donc vous pouvez aller regarder sur le site d'Acant ce qui se fait, la manière dont ça se fait. La dernière de ces opérations a eu lieu le 17 et 18 février à la cité de Carcassonne. Donc, nous avons été mandatés par le Centre des Monuments Nationaux pour animer le château comtal de Carcassonne pendant tout un week-end. Donc là, du coup, nos étudiants étaient à l'œuvre sur l'ensemble de ce week-end. Donc, vous voyez qu'on a quand même des partenariats qui peuvent être des partenariats intéressants et qu'on peut travailler quand même dans des lieux qui sont des lieux patrimoniaux assez riches de ce point de vue-là. Et à partir donc de la fin du mois de février, début du mois de mars, vous entamez vos stages et les stages de M2 sont des stages longs pour le coup. Ce sont des stages qui ont une durée minimale de 14 semaines. 14 semaines, c'est ce qui est indiqué dans le référentiel pour la délivrance de la carte de guide conférencier, puisque nos étudiants sortent avec la possibilité de demander cette carte de guide conférencier. Ce n'est pas nous qui la délivrons, c'est la préfecture. Mais tous nos étudiants qui en ont fait la demande ont toujours obtenu la carte de guide conférencier à l'issue de leur scolarité. Donc voilà, la carte de guide conférencier, c'est quand même une bonne entrée aussi dans le monde professionnel, d'autant plus qu'elle est obligatoire maintenant pour guider sur des monuments qui sont des monuments nationaux. Alors, ne vous inquiétez pas pour ces stages, pour la recherche de stages, que ce soit en M1 ou en M2, on vous aide évidemment pour la recherche de ces stages-là. On reçoit beaucoup d'offres de stages.
Hein. C'est l'avantage aussi d'avoir un réseau. Donc, on reçoit beaucoup d'offres de stage, beaucoup plus qu'on a d'étudiants. Et on reçoit des offres de stage qui viennent de toute la France. Puisqu'on a aussi un recrutement national, on a aussi des étudiants qui font leur stage à l'étranger. C'est une possibilité qu'on réserve plutôt pour les M2, puisque ce sont des stages longs et que les soutenances se font en septembre, alors que pour les M1, les soutenances se font obligatoirement au mois de juin, ce qui est moins pratique pour partir en stage long à l'étranger. Donc cette année, on a un étudiant qui va faire son stage au Chili. Voilà, là, on en a eu au Panama, on en a eu en Espagne et en Italie, on en a eu en Irlande, on en a eu en Chine. Voilà, donc c'est tout à fait possible, en sachant qu'à l'étranger, les stages ne sont pas gratifiés quand même, hein, dans la plupart des pays, à la différence de la France, où les stages sont gratifiés à partir de 2 mois. C'est-à-dire que si vous faites un stage de plus de 2 mois, vous toucherez une gratification. Alors, c'est pas le Pérou, hein. Je crois que c'est 540 € à peu près par mois. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et puis surtout, on se rend compte que ces stages sont très importants pour nos étudiants, à la fois en termes de formation, mais aussi parce que un stage réussi dans une bonne structure, ça débouche quand même assez régulièrement sur un emploi. Hein. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de nos étudiants. Leur premier emploi, leur premier poste a été dans la structure où ils ont fait leur stage. C'est encore vérifié dans les soutenances qu'on a faites au mois de septembre. Voilà, donc c'était un peu la présentation que je voulais faire, et je vais pas être plus long parce que j'ai déjà plus de voix. Et puis, il faut quand même que ma collègue ait le temps de s'exprimer. Je vais peut-être vous laisser présenter et puis on fera les questions après. Donc, ça paraît plus logique. Hein. Oui, très bien. Je vais juste indiquer pour le Master 2, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans ce cas. Donc, en préambule, Monsieur Chalet vous l'a dit, on englobe les 2 ans de formation. Il est toutefois possible, notamment pour les personnes en reprise d'études, d'intégrer directement le Master 2, en étant titulaire d'un niveau de Master 1. Et donc là, la campagne de candidature s'effectuera sur la plateforme e-candidat Montpellier 3. Le calendrier provisoire s'affiche à l'écran, mai 2023 pour le début de candidature et mi-juin pour la fin des candidatures, avec un téléversement des pièces aussi à mi-juin et une publication des résultats au début juillet. Et donc, sur le support de présentation, s'affiche le lien pour accéder à l'application e-candidat Montpellier 3. Il faut bien veiller à aller sur cette plateforme, donc avec une en-tête bleue, e-candidat Montpellier 3 et non pas e-candidat Montpellier. Ça, c'est la plateforme de l'autre université à Montpellier. Donc, pour les étudiants qui souhaiteraient candidater directement en Master 2. Voilà, je laisse la parole. Donc, s'affiche, petite précision quand même, s'affiche aussi à l'écran donc les contacts. La responsabilité de la formation de master patrimoine et musée pour le parcours VMP est divisée entre 2 enseignants. Monsieur Vincent Chalet qui est présent aujourd'hui et donc est le responsable du master 2 et Monsieur Alan Vergne qui s'excuse aujourd'hui, il est toute la semaine occupé et lui le responsable du master 1. Vous avez aussi à l'écran qui s'affiche mes coordonnées, mon adresse mail qui se compose de mon prénom, mon nom, donc fabrice.marty@unif-montp3.fr. Et je laisse donc la parole à Madame Beuzelin pour la présentation du parcours collection et musée d'art et d'histoire. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cécile Beuzelin, je suis maître de conférence en histoire de l'art moderne et je suis donc responsable du parcours collection et musée d'art et d'histoire. Alors, ce parcours, comme le parcours VMP, est évidemment un master professionnalisant qui forme essentiellement au métier du patrimoine dans le domaine des musées et de la gestion des collections patrimoniales. Le bagage demandé pour intégrer ce master, c'est plutôt un bagage donc une licence bien sûr au minimum, et donc en priorité on demande un bagage d'histoire de l'art, d'histoire de lettres et voire d'art plastique également. Alors le master s'organise là aussi comme le master VMP sur 2 années autour de cours théoriques et autour d'un grand nombre de cours pratiques
Alors, bon, pour les cours théoriques, je vais juste un petit peu les regrouper comme ça sur le Master 1 et sur le Master 2. Donc, vous avez des cours de muséographie, d'histoire des institutions et de gestion administrative qui sont en commun avec le parcours VMP, de méthodologie de la recherche en histoire de l'art, d'écriture scientifique, de théorie de la création artistique. Il y a également des cours d'actualité de la recherche dans le domaine muséal, donc en histoire et en archéologie, mais plutôt orientés dans le domaine muséal. Bien sûr aussi des cours de langue. Alors là, c'est un petit peu différent, je crois, pour notre formule, n'est-ce pas, Monsieur Marty? Malheureusement, nous n'avons pas d'anglais appliqué au patrimoine. On espère peut-être. Si je me permets, Oui, pour l'anglais, donc pour le master collection et musée, la particularité, c'est qu'il n'y a qu'un seul enseignement qui est proposé en anglais et qui est au second semestre. C'est l'anglais pour historien de l'art. Et ensuite, en semestre impair, donc le semestre 1 du master 1 et le semestre 3 du master 2, effectivement, c'est l'anglais et les autres langues du LANSAD. Donc, que les étudiants de Paul Valéry connaissent, c'est les langues non spécialistes proposées par le centre de langue de l'université. Voilà. Mais il y a quand même un élément que vous voyez apparaître au semestre 2 dans pratique spécialisée en langue vivante, qui est un enseignement d'anglais pour historiens de l'art. Et donc, surtout, le point fort de ce master, eh bien, ce sont les cours pratiques. Hein, les 3/4 des enseignements que vous allez recevoir donc, sont des cours dispensés par des professionnels des musées et du patrimoine. Donc là, vous avez plutôt des cours donc, de gestion des collections, méthode de l'exposition, conservation préventive, mais aussi des cours de médiation orale. Et donc, ces cours sont souvent sur site. Hein, ils ont souvent lieu sur site. On organise également, grâce à de fabuleux intervenants extérieurs qui ne sont pas là aujourd'hui, mais j'insiste, qui donnent beaucoup de leur personne pour ces cours des chantiers écoles, tout à fait voilà, entièrement professionnalisants. Vous aurez aussi de nombreuses visites, évidemment, dans tous les musées de la région. Je ne veux pas dire de France et de Navarre encore, mais de la région au moins. Ensuite, les 2 années s'articulent un petit peu différemment. La première année, elle s'articule autour de 2 axes. Donc, un mémoire de recherche. On va vous demander un petit mémoire de recherche appliqué. Donc, ce n'est pas un mémoire de recherche en histoire de l'art, c'est un mémoire de recherche appliqué qui doit vous former à la question de la recherche dans le domaine muséal et le domaine patrimonial. Donc, c'est un petit mémoire d'une 50aine de pages. Pour ça, bon, il faut un petit peu aussi, voilà, quand vous allez vous inscrire, si vous avez déjà une idée d'un petit mémoire, d'un sujet qui vous intéresse dans le domaine muséal, dans la gestion des collections, dans la valorisation des collections, bon, c'est toujours un plus hein, d'avoir déjà un petit peu une idée de ce qui pourrait vous intéresser en termes de recherche. Et l'autre point fort en première année aussi, c'est le projet collectif. En fait, vous allez avoir un projet très personnel qui est le mémoire, ce petit mémoire de recherche, et puis le projet collectif qui, lui, va se dérouler sur 2 années, pour vous, hein, sur vos 2 années de master. Et donc là, évidemment, on va vous demander un travail qui va vous former plutôt au travail en équipe, autour d'un projet de valorisation, alors plutôt là aussi autour de collections patrimoniales, plus attachées à l'œuvre d'art, on va le dire plus précisément. Donc par exemple, pour les 3 prochaines années, nous sommes engagés auprès du domaine d'Espérant, donc qui est un site géré par le ministère de la Culture, qui se trouve dans le Gard. Et donc, le master, avec donc d'autres étudiants du master HAMC, donc recherche, et du master LACME, donc en lettres, eh bien, vont s'attacher à valoriser une collection de sculptures dans ce domaine d'Espérant, qui s'intitule Du sculpteur à l'œuvre, avec toute une série d'étapes qui est censée aboutir à la mise en place de la muséographie d'une des salles de ce domaine d'Espérant. On devrait installer donc définitivement cette collection de sculptures. Donc voilà, donc en première année, vous avez ces 2 axes, mémoire de recherche et projet collectif. Et puis en deuxième année, là aussi, on va dire, vous avez 2 axes. Vous avez le projet collectif, donc qui continue, que vous allez continuer, sur lequel vous allez continuer de travailler. Et puis, là aussi, un stage obligatoire, un stage long, comme dans le parcours VMP, donc un stage de 3 à 6 mois.
Et là aussi, évidemment, ce stage a pour fonction de vous permettre de vous insérer donc plus concrètement dans le monde professionnel des musées et aussi, bien sûr, de développer votre réseau professionnel. Et puis, bien souvent, comme l'a dit M. Chalet, ces stages sont assez fondamentaux parce que, évidemment, ils peuvent aboutir aussi à un emploi de façon beaucoup plus concrète. Voilà donc pour un petit peu grosso modo le plan de ces 2 années du parcours collection et musée. Évidemment, les objectifs sont un petit peu différents de celui du parcours VMP, de ceux du parcours VMP. Évidemment, on cherche donc plutôt à former, nous, au concours du patrimoine, d'une certaine manière, même si on se fait pas d'illusions, ce sont des concours très, très difficiles, mais on cherche à orienter un petit peu vers les métiers plutôt de la conservation, et tout ce qui a trait aussi à la régie des œuvres, à la conservation des œuvres. On cherche aussi, enfin, cette formation doit aussi pouvoir vous permettre d'accéder à des métiers qui sont liés à la gestion des collections et aussi à la médiation culturelle et de manière plus large. Alors là, évidemment, au métier de la culture, donc ça peut être travail en galerie d'art, les éditions d'art, le journalisme d'art, etc. Et notre master devrait aussi lui donner accès donc à la carte de guide conférencier. Voilà. Donc là aussi, on espère qu'il sera complètement validé bientôt. Voilà, je me tiens à votre disposition pour d'autres questions. Peut-être que M. Marty voulait ajouter des choses sur la maquette ou sur je rajoute sur les conditions d'accès. Oui. Les conditions d'accès sont identiques à celles du parcours VMP. Je rappelle très rapidement les dates qui sont les mêmes pour la plateforme Mon Master, du 22 mars au 18 avril, le dépôt des candidatures, et donc examen des dossiers du 24 avril au 16 juin, et la phase d'admission avec réponse à partir du 23 juin, normalement le 23 juin, et un déroulé jusqu'au 21 juillet. Les inscriptions débuteront le 12 juillet. Donc, la plateforme Mon Master avec un seul lien pour accéder à la plateforme, www.monmaster.gouv.fr. Pour le Master 2, de la même manière qu'en Master VMP également, il est possible d'accéder à la formation de Master de patrimoine et musée, parcours collection et musée d'art et d'histoire, sur candidature, notamment pour les étudiants qui souhaiteraient reprendre leurs études, qui souhaitent un changement de formation. La campagne est unique. Le début des candidatures débute en mai 2023 jusqu'à mi-juin 2023, avec une publication des résultats au début du mois de juillet. Et là aussi, une plateforme, la plateforme e-candidat Montpellier 3. L'adresse s'affiche à l'écran, donc candidature.unif-montp3.fr. Et c'est la plateforme avec un logo bleu. Voilà. Pour le parcours collection et musée, vous avez donc les coordonnées de Madame Beuzelin qui s'affichent à l'écran. Elle est responsable de la formation de parcours collection et musée d'art et d'histoire. Et mes coordonnées qui s'affichent aussi également à nouveau. Pour les étudiants qui sont en ligne, pour les étudiants qui sont présents aussi, mais ils peuvent facilement cliquer depuis leur ordinateur aujourd'hui. J'affiche à l'écran donc le site internet de l'université, le site internet de l'UFR3, donc qui est la faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement. C'est la composante à laquelle sont rattachées les formations de master présentées aujourd'hui. Et également le site internet des formations. C'est le site internet sur lequel vous retrouvez l'ensemble des informations, donc des informations pédagogiques liées à votre formation de master, donc pour l'année prochaine. Vous pouvez aussi trouver sur le site internet de l'université le DICO Pro, qui est un petit catalogue de présentation de l'insertion professionnelle possible pour nos étudiants. Il existe le numéro 1, c'est le premier numéro qui avait été créé il y a quelques années par l'université, qui a été mis à jour, culture, art et médias, et vous y retrouvez le profil d'anciens étudiants qui sont passés par nos formations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que c'est possible de postuler aux 2 parcours? Oui, tout à fait. Vous pourrez postuler via la plateforme aux 2 parcours. Oui. Du coup, Les vœux comptent uniquement à la mention, normalement. Donc, vous avez 15 vœux sur 15 mentions de master.
Vous vous rappelez, pour la mention de Master Patrimoine et Musée, à l'intérieur, vous avez 2 parcours. Donc, normalement, si j'ai bien compris Voilà, et si le c'est ça. texte est clair, voilà, ça ne comptera que pour un seul vœu. Un seul vœu. Mais encore une fois, enfin, vous avez la possibilité de candidater aux 2 parcours, hein. C'est pas la question, mais les parcours ont quand même des finalités différentes, hein. C'est-à-dire que soit vous êtes intéressé plutôt par le versant collection, muséographie, etc. Et vous allez postuler plutôt pour le CMAH, soit ce qui vous intéresse, c'est plutôt la valorisation et la médiation et l'animation. Dans ce cas-là, vous postulerez plutôt pour le master VMP. Enfin, Oui, c'est très différent, hein, bien sûr. En première année, comme il n'y a pas de stage, est-ce qu'on a la possibilité, nous, d'en faire un à côté? Oui, bien sûr, oui. Oui. Mais ça ne comptera pas du tout dans vos crédits, dans vos... C'est tout à fait possible, c'est conseillé d'ailleurs, c'est même conseillé dès la L3 ou voire pendant votre cursus de licence. Tous les étudiants à l'Université Paul Valéry ont la possibilité d'effectuer un stage dit facultatif, donc non attributif de CTS. Et pour cela, il faut vous présenter au SCUOIP, qui est le service commun universitaire d'insertion et d'orientation professionnelle. Et là, vous avez, alors bon, là le campus est bloqué, donc c'est pas possible d'y aller, mais vous pouvez par Internet contacter mes collègues. Et vous avez sur le site Internet, c'est l'onglet jaune formation, ensuite insertion professionnelle. Vous avez un item stage sortant. Et sur cet item, vous avez la possibilité d'avoir accès à une convention de stage facultatif. Oui, ça compte un peu hein, dans la sélection des dossiers aussi, bien sûr. Si vous avez déjà une petite expérience professionnelle, c'est toujours plus valorisant. Oui. Là, ça va être un peu tard pour faire dans l'année. Est-ce que si on a une convention cet été, on Oui. le met dans le dossier ou... Oui, Oui. vous pouvez l'indiquer. Vous pouvez l'indiquer, oui. Dans la fiche de renseignement, vous avez de mémoire un item pour les stages déjà réalisés ou en cours de réalisation, et vous avez un item aussi pour le stage qui est envisagé dans le cadre de votre formation. de toute façon, c'est des choses que vous pouvez indiquer dans la lettre de Et dans la lettre de motivation. motivation aussi. Oui. Après, si vous avez déjà réalisé des stages, vous pouvez ajouter les attestations de stage, hein, déposer les attestations de stage sur la plateforme. Hein. Oui, d'ailleurs, de mémoire aussi, vous avez donc dans les pièces demandées qui sont propres à la formation, vous avez des pièces qui sont obligatoires, qui seront possibles à verser, et vous avez des pièces qui sont facultatives. Et pour les formations de l'UFR3, nous avons fait le choix d'indiquer justement les conventions de stage déjà réalisées. Donc, vous aurez la possibilité de le déposer. Ce ne sera pas obligatoire, mais pour les étudiants qui ont déjà effectué un stage, l'attestation de stage sera potentiellement à téléverser. Alors, il y a des questions sur le chat de la visio. Le diapo donc, sera disponible sur le site du master, oui, il sera disponible donc sur l'actualité qui concerne les réunions donc sur lequel vous avez pu vous connecter pour avoir accès à la visio, et il sera également disponible sur l'onglet présentation des formations, donc sur le site internet des formations de l'UFR3. Ensuite, j'ai une seconde question. Quand est-ce que l'on choisit entre les différents parcours si le vœu englobe la mention en général? Je pense qu'il y a une incompréhension. En fait, il faut faire 2 dossiers. Vous faites quand même 2 dossiers, donc vous aurez 2 réponses. Un pour collection et musée, un pour VMP. Voilà. Et ensuite, une autre question. Que ce soit pour le master VMP ou CMAH, est-ce qu'une licence histoire est suffisante ou est-il mieux d'avoir une double licence histoire et histoire de l'art? Alors, c'est mieux d'avoir une double licence histoire et histoire de l'art. Je ne vais pas dire le contraire. Mais en revanche, on a pris très régulièrement des étudiants qui n'avaient qu'une licence d'histoire. Nous aussi. Voilà. Le parcours collection et musée d'art et d'histoire est-il plus dirigé vers les disciplines histoire et histoire de l'art ou plutôt vers l'art et l'art plastique? Non, il est dirigé plutôt vers la valorisation des œuvres d'art. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond à votre question, Justine. Je vois que Thomas nous remercie. Alors, j'espère, Justine, que ça répond à votre question. Et donc,
Oui, ça répond à ta question. Et il y a une question de Mélissa. Vous appuyez sur le fait que la formation était attachée à l'œuvre d'art. Qu'en est-il des objets archéologiques? Est-il intéressant de candidater pour cette formation si nous comptons nous tourner vers les musées d'archéologie? Oui, vous pouvez vous tourner vers notre formation. On s'intéresse aussi aux objets archéologiques. Même si ce n'est pas un master d'archéologie. Hein, oui, généralement, le master collection et musée peut être envisagé pour l'archéologie dans le cadre d'une reprise d'études ou d'un changement de formation. Ça peut répondre à votre question. Il est tout à fait possible d'intégrer le Master 1 avec pour objectif d'intégrer les musées d'archéologie. Souvent, les étudiants qui viennent de cette discipline ont déjà un bagage de niveau Master en archéologie. Voilà, je préfère le préciser pour cette discipline. Oui, et nous aussi d'ailleurs, c'est un peu le cas puisqu'on forme effectivement des médiateurs en archéologie aussi ou des médiateurs sur des sites archéologiques. Mélissa, avons-nous répondu à votre question? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions encore dans la salle? Non. Non. En visio, d'autres questions? Oui. Au niveau des candidatures, j'ai cru comprendre qu'il y avait un système de, pas forcément de priorité, mais de préférence dans nos vies. Non, il n'y a pas de hiérarchisation de vœux sur la plateforme. Il n'y en a pas. C'est bien dommageable pour nous, mais mieux pour vous. Donc, s'il n'y a aucune autre question, nous allons clôturer la réunion. On vous remercie pour votre présence, pour votre attention. Et on vous souhaite bonne fin de journée. N'oubliez pas, donc 22 mars, le début des candidatures sur la plateforme Mon Master. Passez une bonne fin de journée. Voilà.